Alors, Julien Belon, salut. Bonjour. Alors, on se rencontre dans le cadre d'entretien qui a pour question le relogement de la friche Lamartine. C'est un entretien qui se déroule au kinétoscope dans la friche artistique Lamartine actuelle, dans Lyon, 3e arrondissement. C'est important de dire que tout ce que tu diras, ce n'est que ton propos, ça n'engage pas la parole du collectif. Entendu. Voilà, qui es-tu ? Qui suis-je ? Je suis Julien Belon, je suis musicien. C'est pourquoi je suis à la friche Lamartine. Au départ, c'est par réseau de connaissances que j'ai entendu dire qu'il y avait des locaux de répétition. Et puis, de fil en aiguille, les choses m'ont amené progressivement à prendre des responsabilités dans l'association. Et aujourd'hui, je suis à la fois usager du lieu comme musicien. J'y compose de la musique. J'y ai rencontré des partenaires avec qui j'ai monté des spectacles. J'ai fait de la régie pour des compagnies d'art vivant. Et je suis devenu, depuis janvier 2018, un des responsables associatifs. Donc ce qu'on appelle ici un des membres du collège. Je crois que c'est à peu près en même temps que j'ai pris des responsabilités dans ce qu'on a appelé pendant un temps le comité de relogement, à savoir un groupe de travail engagé sur la question du déménagement, des équipements dans les nouveaux locaux. Et de fait, bien qu'au départ ça n'avait pas été nécessairement annoncé comme ça, dans une forme de négociation politique, ou en tout cas dans une forme de rapport avec le pouvoir, avec la ville de Lyon en particulier, mais aussi la métropole. Et finalement, je suis le seul à s'être occupé de ça depuis le début, puisqu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui, en dehors de Maud, notre salarié, aient géré ce relogement dans sa continuité. Ça a quand même usé beaucoup de personnes. D'autres n'ont pas été reconduites pour différentes raisons, soit par lassitude, soit par inadéquation entre leur manière de procéder et le projet, en tout cas la volonté du collectif. Très bien, on y reviendra rapidement de toute façon parce que je pense qu'on passera le plus clair du temps de l'entretien en fait à parler de ça, parce que tu as cette expertise-là. Brièvement, moi je voulais juste savoir, une friche artistique pour toi, c'est quoi ? Eh bien, une friche, ça fait référence d'abord à un patrimoine immobilier urbain, c'est-à-dire un morceau d'histoire dont on ne sait pas vraiment quoi faire dans la ville et dans l'entretemps, dans le moment où on se rend compte que ce patrimoine immobilier est vacant et utilisable pour un certain nombre d'activités très différentes de ce pourquoi il a été conçu, et sa destruction ou sa réhabilitation, soit par le squat, soit par la négociation, des artistes et des artisans en font usage dans la précarité et en sachant que c'est temporaire. Une friche artistique, historiquement, c'est ça, c'est lié au territoire urbain, c'est lié au patrimoine industriel, c'est lié aux grands espaces auxquels les artistes n'ont pas accès, si ce n'est dans ce qui deviendrait des ruines encore plus vite sans eux. Ce qui est une expérience des années 90 et 2000 pour ce que j'en connais, et que le pouvoir politique a assez largement laissé faire à cette période-là, puis accompagné, voire réorienté, rerouté. Et dans notre cas, on verra, je pense, dans cet entretien, que c'est cette question qui est vraiment intéressante. Dans quelle mesure on trouve une identité dans cette réorientation, et comment on peut faire pour garder quand même un peu la main sur cette identité, sur qui on est, ce qu'on fait, quelle liberté on a, comment on garde un petit peu de nos aspirations libertaires du début dans un processus maintenant beaucoup plus contraint, beaucoup plus organisé, beaucoup plus normé. Et voilà, moi j'ai accompagné la dernière phase de ce processus, alors que je connaissais les phases initiales, mais je les connaissais en étant beaucoup moins
beaucoup moins impliqué, en étant vraiment usagé. Et toi, en tant qu'artiste, l'intérêt d'une friche artistique, contrairement à bénéficier d'un local lambda dans le privé? Bon, il y a évidemment une question de coût. C'est la première chose qui me vient. Une friche, ça coûte très peu aux usagers. Mais pas seulement, c'est-à-dire que si on étend très largement cette question de coût, en fait, c'est aussi la question du possible. Il y a des choses qui coûteraient tellement aux artistes qu'elles sont de fait impossibles, alors qu'elles sont possibles dans une friche. Moi, j'ai commencé dans un local de 400 mètres carrés, ce qui m'a permis en sous-sol, donc assez naturellement insonorisé, en tout cas qui ne posait pas de problème au voisinage. Ça, c'est pas trouvable en ville. C'est même à l'époque où j'ai commencé, c'était pas trouvable nulle part pour le budget que j'avais, mais même en multipliant par 10 mon budget, j'aurais pas eu un local de 400 mètres carrés pour répéter, faire répéter d'autres, partager des expériences artistiques ou des expériences sensibles, des expériences avec un peu de public ou avec d'autres artistes qui deviennent du public, qui se mettent à participer, à partager avec. Et ça, voilà, c'est la différence principale. Tu veux dire que ça crée un peu une porosité entre le spectateur, l'artiste, enfin tout ça, ça se mélange un peu et que ça permet un peu... Oui, mais ça ne fait pas la différence par rapport à ta question, parce que ça pourrait se faire dans un studio privé. Oui. Ce qui fait la différence fondamentale, c'est le coût. Et donc, dans mon cas particulier, la taille des équipements. On a pu travailler dans un certain confort. Il y a d'autres aspects qui ne l'étaient pas. C'est des choix qu'on fait, quoi. On avait froid. L'hiver, on avait froid. On était dans un espace humide, très précaire en termes de sécurité. Et en échange, on avait de la place et on pouvait faire du son avec de la distance entre les enceintes et nous. Et dans mon cas, puisque je faisais de la spatialisation du son, on a pu mettre beaucoup d'enceintes avec de la distance. Et nous, on trouve ça confortable. En tout cas, pour notre activité, on trouvait ça agréable. Est-ce que tu connais d'autres friches en particulier ou pas du tout? Oui, petit à petit, j'ai rencontré quand même pas mal d'autres friches. Je ne peux pas faire la liste de tête, mais je connais assez bien pour son fonctionnement Mixart Myris à Toulouse, puisque j'ai des personnes très proches de moi qui sont là-bas et qu'il y a des liens qui se sont tissés progressivement entre cet endroit et le nôtre, quoi, qui ne sont pas forcément très officiels entre nos associations, mais il y a des personnes qui font des échanges. J'y suis allé pour y jouer et j'ai rencontré aussi dans d'autres endroits où il y a des rencontres interfriches, on pourrait dire, des gens de ce collectif. Je connais aussi une friche, j'en connais même deux à Amiens. J'en connais à différents endroits, à Grenoble, parce que c'est à côté. Dans une certaine mesure, on peut parler de Grand Zéro aussi, qui sont nos voisins et qui n'ont pas utilisé le terme de friche parce qu'ils se sont considérés beaucoup plus comme un lieu de diffusion. Mais de fait, c'est quelque chose d'assez comparable. Donc eux, je les connais bien, on échange avec eux. Et moi, je participe à leur concert, quoi. Enfin, j'y vais, quoi, voilà. Et si tu n'avais pas à comparer, mais en tout cas à dire la singularité de la friche Lamartine, elle se situerait où, par exemple, dans ces lieux intermédiaires? Qu'est-ce qui fait sa singularité? Moi, je la connais bien et je la situe relativement bien dans un gradient d'intégration politique. Et elle a une capacité de résistance politique qui est tout à construire, qui actuellement est très faible. Et pour autant, elle est très accompagnée. Pourquoi elle est très faible, pardon? Elle est très faible parce que le collectif est, bien qu'on ait des années et qu'on se revendique d'une expérience de 15 ans ou de 18 ans, en fait, en tant que collectif, on est naissant. Il y a eu pendant beaucoup d'années des gens côte à côte, plus ou moins organisés de manière organique pour bien s'entendre avec leurs voisins. Mais en tant que collectif, donc en tant que force politique, je pense qu'on n'est pas tout à fait inexistant, mais on est débutant, balbutiant. Voilà, par rapport à Mixart Myris, par exemple, c'est évident, on est beaucoup moins organisé et donc on ne peut pas prétendre au même rapport de force avec la ville. Ça, tu le traduis comment? C'est parce qu'il n'y avait pas Est-ce que ça manquait de... Je pense que c'est lié à l'histoire des débuts, c'est pas un collectif de gens qui se sont choisis. En tout cas ici c'est ce qu'on répète souvent, on ne s'est pas choisi, on s'est retrouvés côte à côte.
voilà, on est un collectif qui émane d'un autre collectif qui était RVI, qui était très grand, qui se caractérisait par ses dimensions vraiment, peut-être pas infinies, mais à notre échelle, quelque chose comme ça, en tout cas suffisamment grand pour que n'importe qui ait une activité qui soit compatible avec celle du voisin puisse y trouver sa place. Et donc il y avait tout. Et puis impossible de tous se rencontrer du coup. Oui, ça n'a pas été fait. C'est pas seulement que c'était pas possible, c'est qu'il y avait aussi par la taille, je veux dire, du coup. Il y avait des factions contraires. Il y avait des gens qui ne voulaient pas se rencontrer. Il y avait des gens qui voulaient interdire la discussion avec le politique. Et leur stratégie, c'était de rendre la réunion impossible. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est que la réunion était de fait rendue impossible. Ou alors, il aurait fallu faire sans eux. Tu veux dire qu'il y avait un sabotage en fait de toutes les discussions qu'il pouvait y avoir avec la ville, par refus en fait de. Bon. Toutes les discussions n'étaient pas sabotées, mais la constitution d'un collectif qui aurait discuté avec la ville était sabotée de l'intérieur parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas que ça se fasse, que ça s'organise. Ce qui n'a pas été le cas ici, par exemple. Non, je crois que ça n'a pas été le cas du tout. Ici, on nous a laissé organiser un dialogue avec la ville et la vitesse et la lenteur, je veux dire, avec laquelle ça s'est mis en place, c'est lié à nous et à eux. Ils sont pas tellement mieux organisés que nous. Ils ont des interlocuteurs qui sont pas très fiables, changeants pour certains postes, pour les postes politiques, et qui souvent parlent de ce qu'ils connaissent pas. Ils nous connaissent très mal, ils pensent à notre place. Le dialogue est vraiment beaucoup trop réduit. C'est des temps extrêmement courts et extrêmement rares pendant lesquels on échange au sujet de choses fondamentales pour notre devenir. Et on fait ça 1 ou 2 fois par an, des fois moins, pendant une demi-heure, alors que le projet est très complexe à cerner, et voilà. Et t'as l'impression que c'est un peu géré, un peu en queue de charrue, quoi. Enfin, c'est un peu. C'est encore mystérieux pour moi. Okay. C'est vraiment très kafkaïen. Il y a une nébuleuse extérieure qui est la ville, ses fonctionnaires et ses politiques, dont la plupart sont des gens charmants, très agréables à rencontrer et qui tous nous parlent de leur boulot, de leur rapport de pouvoir comme d'une nébuleuse étonnante, parfois hostile, dont il faut se méfier, complexe. J'ai relu l'an dernier le procès de Kafka et il n'y a quand même pas tout à fait la même charge d'angoisse et d'onirisme dark à la ville de Lyon, mais il y a quelque chose de très surprenant dans... Tu parles de la bureaucratie, enfin le rapport à la bureaucratie, l'administration. Oui, la bureaucratie, l'administration. Mais en fait, quand on le rencontre dans l'humain, dans le concret, c'est plus ça en fait. On rencontre des gens qui ne nous disent pas à qui ils vont rapporter ce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes trancher. Quand on prend l'habitude de leur dire « mais dites-moi, à qui va cette information ? Parce que vous me dites on va faire remonter, ça veut dire quoi ? Qui c'est qui va… » Et en fait, il y a des sortes de strates, et en fait, on n'arrive jamais à la strate S2. On nous parle de la strate supérieure 1, et on sait bien que c'est plus là non plus que ça se décide, qu'ensuite ça va aller au-dessus, Est-ce que tu crois que c'est… comment dire ? C'est fait exprès en fait d'entretenir un peu ce flou. Est-ce qu'il y a un jeu qui se fait autour de ça ? Est-ce que ça permet justement un peu d'évacuer les problématiques qu'on pourrait poser en fait ? Je pense pas que ça soit fait exprès et j'espère que c'est pas fait exprès. Par contre, je suis convaincu qu'il y en a qui savent l'utiliser. Il y a des gens dans cette administration complexe qui savent utiliser pour tel ou tel aspect du problème le fait que ça va être opaque, ça va être obscur et qu'on va pouvoir nous renvoyer 3 fois des personnes différentes qui vont prendre le même genre d'informations, nous dire chacun en toute bonne foi, en toute sympathie, je vais faire remonter, mais tu sais, c'est compliqué, il faut faire attention, il ne faut pas faire trop de vagues. Bon, alors comme on n'a pas accès tellement à plus, on a petit à petit découvert des méthodes, on a quand même des responsables politiques assez haut placés, on a un responsable à la culture qu'on rencontre, donc M. Graber. Alors on sait que si on lui écrit à lui directement des choses très circonstanciées, très précises, dans un délai relativement long, on a une réponse ou un rendez-vous. Et j'ai l'impression qu'il œuvre à ce que ça se passe mieux que ça se passerait sans lui.
je lui donnerai pas davantage de bons points. Au point où j'en suis, j'ai l'impression qu'il soutient notre projet en essayant de faire en sorte que ce soit mieux avec lui que sans lui. Donc tu veux dire qu'au milieu de toute cette bureaucratie, cette administration, avec plein de gens qui, on ne sait pas trop s'ils ont la possibilité, le pouvoir d'eux, quand on rencontre les gens qui, comme M. Grabert, en fait, qui a la possibilité de faire avancer, en fait, c'est plutôt un soutien politique, ce cas-là, qui fait que ça fait avancer le dossier très rapidement. Donc on est très rapidement, très non, rapidement. Tu vas beaucoup trop loin. Ça va jamais très plus rapidement. Que plus rapidement. Si on passait par là. On a quand même l'impression, c'est mon impression, et je me connais pas comme un grand paranoïaque, j'ai l'impression qu'on a des ennemis. Et il y a des petits points de réel, de temps en temps, qui nous parlent de ces ennemis, qui disent on n'a pas tellement confiance en vous. En somme, il y aurait une force politique qui défendrait notre existence, notre travail, et qui, bon an, mal an, à la longue, finirait par comprendre qui on est et ce qu'on fait pour le territoire, ce dont nous-mêmes, petit à petit, avons pris conscience. Progressivement, on existe, on est capable de raconter ce qu'on est, de comprendre qu'il va falloir le mettre en chiffres, avec un discours stable dans le temps, probablement même d'accentuer sur ce qui leur plaît, qui pourrait nous plaire aussi. On n'a pas d'injonction très forte, mais on peut développer ce qui, entre le pouvoir public et nous, est commun et fonctionne. Bon. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque part des gens qui ne nous font pas du tout confiance, qui considèrent qu'on est... Les squatteurs ? Encore ce qu'on était à RVI, un ramassis dangereux. Parfois, on entend des termes liés à la techno, donc à la rave, donc à la suspicion de drogue, de grands rassemblements sans sécurité, ce qui n'a évidemment aucun rapport avec ce qui s'est passé en aucune façon à Lamartine. Évidemment, ça s'est passé à RVI, on le sait, et ils le savent, et peut-être ils ont un doute sur ce qu'on pourrait continuer à faire exister, dissimuler. C'est difficile de prouver ce qu'on ne fait pas, on ne le fait pas, on ne peut pas... Bon. Alors des fois, on a des allusions à ça. On en a eu une quand l'architecte est venu, l'architecte des nouveaux locaux est venu nous voir une fois, quand le projet était fini, elle nous l'a présenté, et au bout d'une heure de dialogue, elle nous a dit « Mais vous faites des raves ?» Alors, c'était Isabelle qui était la plus rapide à répondre, à dire une sorte de boutade, à dire oui, puis on fait des partouzes avec de la coke. Mais c'était surprenant de cette femme qui commençait à comprendre notre projet d'accueil, de répétition, de groupe de musique, de peintres et de structuration politique originale. C'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait c'est le sentiment que quand les gens ne connaissent pas la friche, ils en font une représentation en fait, un peu dans ce que tu décris. Par contre, ce que j'ai pu observer, moi, c'est que quand ils viennent ici, ils en comprennent presque instinctivement en fait, ce qui s'y fait. Et en fait, ils y adhèrent au projet, de fait. C'est vrai, c'est même très encourageant à quel point les gens adhèrent de tout milieu et qu'il est vraiment rare de rencontrer quelqu'un à qui nos équipements font peur. Exactement. D'abord, c'est très ouvert. Enfin, c'est très ouvert. C'est assez ouvert quand même. Les gens qui circulent se rendent compte qu'on ne cache pas des choses. Il y a pas les gens sont assez ouverts, transparents. Je dirais pas accueillants parce qu'ils ont chacun leurs problèmes, leurs occupations. Puis leur personnalité aussi. Ouais. Mais on n'est quand même pas sur une culture de la dissimulation, quoi. Les portes restent ouvertes assez facilement, donc on se rend bien compte qu'on ne cache pas grand-chose. Et je voulais faire une deuxième remarque, je disais des petites pointes de réel. Il y avait cet architecte avec ses raves, dont il semble qu'elle avait entendu parler. Bon. Et il y a eu aussi Cyril Aranega, c'est une sorte de conducteur de travaux, en tout cas c'est un peu le chef de chantier de la robinetterie, qui, à force de parler, un jour nous a dit, mais en fait... il se représente que vous êtes dangereux et très politisé. Quelque chose comme ça. Comme si on était un peu des brigades rouges, des terroristes d'extrême gauche, quelque chose comme ça. De par notre posture de frichard, en fait. Je sais pas, en fait. Je me demande dans quelle mesure c'est lié à des bruits qui couraient du temps de RVI, qu'on aurait pu cacher des repris de justice. Ouais, mais... C'est tenace. Ouais, je crois que c'est très tenace. Et Colomb a visité à l'inauguration la friche et il a dit « Vous avez fait beaucoup de chemin depuis RVI ».
alors qu'il était en train de visiter des équipements qu'on n'avait pas encore investis. Donc ces équipements, c'était les leurs. Quel chemin entre leurs équipements et notre ancienne friche, évidemment. Alors en fait, on pourrait dire, oui, on a fait beaucoup de chemin. Moi, je trouve qu'on a fait beaucoup de chemin. Et certainement dans le sens où il le dit. Donc je lui donne entièrement raison. Oui, on a fait beaucoup de chemin et pour certains, on s'en porte bien, on trouve ça mieux. Pour d'autres, il y a de la nostalgie et pour la plupart, il y a un peu des deux. Oui, il a raison, on a fait beaucoup de chemin. Pour autant, je pense qu'il s'était imaginé quelque chose de bien plus politisé, de bien plus... il ne s'est jamais rien passé de très grave à RVI. On n'a jamais abrité des repris de justice, on n'a jamais fabriqué d'explosifs, ni même un cocktail Molotov. En tout cas, si ça s'est fait, c'était extrêmement rare et ce n'était pas du tout l'objet de ce lieu, de cette association. Mais il y avait un comité de quartier qui avait peur de nous, il y avait... À juste titre, peut-être. Tu crois ? Je sais pas. Ouais. Ben, Une friche de 40 000 m² avec plein de gens... Ouais, mais en fait, les nuisances sur le quartier, à part la peur, le fantasme... On est bien d'accord. Les rassemblements publics, tels qu'ils ont eu lieu autour de quelques événements festifs, je pense que c'était, en termes de sécurité, c'était vraiment limite. Mais c'est la sécurité des personnes qui y allaient. Je ne défends pas qu'il faut que ça se fasse en aucune façon, mais pour les gens du quartier... Alors après, la question de l'incendie, bon, il y a eu un incendie, on peut pas le nier. Il aurait pu y avoir un incendie bien plus tôt. C'était dangereux en termes de sécurité incendie, ça c'est vrai. Parce que justement, c'était construit... Parce que c'était construit de briques et de broc, parce qu'il y avait des produits inflammables à plein d'endroits, une électricité défaillante et beaucoup de personnes dans des états de vie ou dans des états psychologiques, psychiatriques. C'était quand même un ramassis très complexe de marginaux. De cas sociaux, de marginaux. Et même s'ils n'étaient pas très nombreux, ça suffit pour faire un cocktail qui est réellement dangereux. Peut être explosif. Mais comme ça n'a pas été du tout ce qui a été relogé à la friche Lamartine, puisque là-dessus, le tri qui de fait s'est effectué, je ne dis pas que la ville l'a effectué, parce qu'on les a beaucoup accusés d'avoir effectué un tri. Je pense qu'ils ont des méthodes pour ne pas avoir effectué de tri. Ils réduisent, ils normalisent et ils savent que le tri se fait. Et de même qu'ils savent que le tri va se faire à nouveau dans le processus de relogement actuel, il va y avoir un tri. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit le tri qu'ils souhaitent. Je pense que là, pour le coup, ils espèrent une professionnalisation, finalement davantage d'économie autour du site. Je ne suis pas certain que là, pour le coup, les contraintes qu'ils nous mettent vont aller dans ce sens. Ils nous mettent vraiment en danger en tant qu'association. C'est difficile de conserver les acquis et de se structurer davantage dans ce contexte. La pression quand même, le fait de resserrer et de mettre des contraintes normatives fortes dans un rapport de dialogue extrêmement obscur, extrêmement dissous, rare, je ne suis pas sûr que tout ça donne un résultat qui leur convienne. C'est-à-dire quelles conséquences ? C'est-à-dire qu'en fait, tu veux dire qu'ils nous mettent ces normes et toutes ces choses-là et on rentrerait en fait dans quelque chose de plus en termes de production peut-être ou de... Je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent. J'imagine par rapport à ce qu'ils font par ailleurs dans le monde, j'imagine qu'ils espèrent nous ramener un peu dans le giron du monde tel qu'il est, c'est-à-dire avec de l'économie, avec de la norme, avec du propre. Bon, j'imagine que c'est ça qu'ils veulent de nous, mais en fait, je ne sais rien ce qu'ils veulent de nous. Ils ne l'expriment pas clairement. La seule chose qu'ils expriment, ils l'expriment souvent, enfin plusieurs fois ils l'ont exprimé, c'est qu'ils souhaitent qu'on puisse prouver qu'il y a du turnover, que ce n'est pas toujours les mêmes. Alors ça me paraît valable en termes d'utilité publique. À partir du moment où on ne nous dit pas, il y en a du turnover chez nous. Enfin, même s'il y a des gens qui sont là en permanence. Je pense qu'ils n'ont rien contre, parce qu'il est nécessaire qu'il y ait des gens qui aient une histoire du lieu. Le turnover ne peut pas s'appliquer sur 100%. Il faut qu'il y ait des gens qui soient stables dans le temps, qui connaissent l'histoire, qui connaissent les pratiques, les rapports avec la ville. Mais il y a du turnover chez nous. Je ne sais pas s'il est souhaitable de l'augmenter, en tout cas... Moi, je pense qu'après, il y a des vitesses de croisière à trouver à travers ça. Et je pense que le modèle que jusqu'à maintenant qu'on a su démontrer, c'est que, certes, il y a des ateliers qui sont, où les artistes qui sont en permanence, mais il y a quand même une mutualisation de moyens et puis d'espaces en fait, qui se font pour les gens de l'extérieur. Et je pense que c'est certainement dans ce sens-là, avec le nouveau bâtiment.
ne serait-ce qu'avec cette norme ERP là. Je ne sais pas si on peut en parler. Oui, on peut parler des normes et de ce que ça implique, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas encore convaincu de vers quoi ça va nous amener. J'en sais rien, mais je trouve ça assez joueur. Et on resserre, on norme et on verra ce qui se passe, mais vraisemblablement ça se passera bien. À ton avis, toi, enfin, je veux dire, quelle projection tu en fais de ça? Enfin, je veux dire, tu penses que l'association Lamartine saura s'en saisir, qu'elle veut aller dans ce sens-là, quelle tendance, toi, tu dis? Actuellement, je pense qu'elle est en train de savoir s'en saisir, mais que ça tient sur un groupe de personnes fatiguées, qui ont mis de côté pour arriver à passer cette marche, en tout cas à mettre en place le protocole qui permettrait de la passer, tellement d'énergie que je ne sais pas s'il y a des forces vives derrière qui vont reprendre. Je pense dire que les forces vives, ce qu'on avait de gens motivés pour le commun, c'est usé dans la bataille. Et actuellement, ce qui reste de personnes motivées pour investir les lieux sont finalement les personnes les plus individualistes qui s'occupent le plus de leurs cellules, de leur activité. Et il en faut. En fait, il faut de tout pour faire un collectif. S'il n'y avait que des personnes à l'échelle où on est, 250 permanents, s'il n'y avait que des personnes qui veulent s'occuper du commun, en fait, ça n'aurait pas de sens. On serait beaucoup trop nombreux, on n'arriverait à rien. Mais actuellement, des personnes qui souhaitent vraiment s'intéresser à l'association, sa structuration, son commun, comment faire en sorte de mettre en place des procédures pour que les nouvelles constructions, ça se passe bien, ce soit dans un cadre réglementaire ou proche d'un cadre réglementaire qui est justifiable. Ça, je ne sais pas si on arrivera à passer la main à d'autres. Oui, justement, et ça, il y a le désir en fait des gens qui ont porté un peu ce relogement, enfin toi en l'occurrence, de passer la main en fait à la suite de. Ah ben moi, c'est ce que j'espère. J'espère pouvoir arrêter. Enfin, moi, j'arrêterai de toute façon. Ouais. Là, c'est programmé. J'arrête de m'occuper de cette association dans les mois qui viennent. Moi, j'ai un mandat qui s'arrête fin décembre. Donc, si ça se passe bien et qu'il y a une volonté assez largement partagée par les membres qu'on continue dans la voie que je propose ou que nous proposons, mais sur laquelle j'impulse beaucoup, moi je suis prêt à continuer mon mandat jusqu'au bout, sachant que j'ai demandé et exigé que le tuilage avec les nouveaux se fasse en amont. Je ne le ferai pas sur janvier, février, mars. Oui, ça serait plutôt en septembre, octobre. Ça, j'ai proposé qu'on fasse des élections anticipées en septembre avec prise de fonction en janvier pour l'ensemble de l'équipe des dirigeants associatifs, ce qui leur permettrait de venir côtoyer l'ancien collège pendant plusieurs mois. Si ça se fait, ça m'encouragera à rester actif et motivé. Ensuite, il y a d'autres visions qui s'expriment en ce moment, notamment quant au respect de la norme. Si ces autres visions se retrouvent majoritaires, je céderai volontiers la place, mais je ne l'accompagnerai pas parce que c'est pas... C'est-à-dire, tu peux être un peu plus précis là-dessus? Actuellement, on est en train de se battre, le collège actuel, pour que l'ensemble des transformations du bâtiment rentrent à peu près dans le cadre de la convention qu'on a signée avec la ville. À savoir qu'il n'y ait pas de transformation majeure qui n'ait été demandée aux services concernés à la direction de la culture, et que les constructions qu'on ferait respecteraient, si ce n'est à la lettre, les normes qui sont dictées pour les établissements recevant du public, au moins les grandes lignes et l'esprit général avec les moyens qu'on a. Il y a des choses qui sont nécessaires à l'exercice de nos activités et on n'a pas les moyens de faire ce qu'il faut dans la norme, mais on trouve un compromis qu'on adapte, qu'on écrit, qui sert de base pour que l'autre atelier qui aura quelque chose de comparable à faire soit équipé de la même façon et qu'on puisse défendre ces pratiques en disant en fait les normes de construction pour les établissements recevant du public nous concernent pour certaines parties, celles qui reçoivent du public, et pour celles qui reçoivent en fait des artistes tous les jours les mêmes, les normes des établissements recevant des travailleurs sont moins contraignantes et de fait plus adaptées à nos capacités, à nos moyens. Donc ça c'est le modèle que tu défends, enfin qui est défendu par l'association? Aujourd'hui, c'est le modèle qui est défendu par l'association, mais qui est attaqué par un certain nombre de membres qui décident d'en faire qu'à leur tête et de construire en toute autonomie ce qu'ils veulent avec leurs habitudes en fait. C'est nos habitudes à la Friche Lamartine, c'était nos habitudes à la Friche Hervély
Et pour une part, ça fait ses preuves. Ça donne des choses très belles, très efficaces, à moindre coût, très écologiques, puisqu'en général, c'est fait uniquement avec des matériaux de récupération. Et il y a même des endroits où c'est incontestable en termes de solidité de structure, je dirais de normes de fait, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, ça marche, quoi. C'est pas parce que c'est construit avec de la récup, ça peut être fait intelligemment. Oui. Mais si on laisse faire ça, il va falloir l'assumer politiquement et il va falloir défendre toute la variété de pratiques que ça va donner. Ça peut être très exotique. Il va falloir expertiser à notre façon toutes ces constructions et ça, je suis pas prêt à le faire. Et en mesurer oui, c'est ça, la dangerosité, l'efficience. Ça, je suis pas prêt à le faire. Et je pense qu'il n'y a personne qui est prêt à le faire. Donc en fait, on va se retrouver dans une situation où en fait, il y aura des tas d'équipements différents, il n'y aura personne pour les défendre, les représenter et en assumer la responsabilité. Donc c'est là qu'on met en danger l'association, c'est que d'un côté, par le haut, on exige des représentants des représentants responsables, et par le bas, c'est-à-dire l'ensemble des membres, des pratiques exotiques, très libres. Et bien souvent, ça se couple à un individualisme très grand. C'est-à-dire, je m'approprie l'espace, c'est chez moi, je construis comme je veux, et vous n'avez rien à me dire. Donc, on arrive naturellement à la notion d'autorité. On arrive à cette question de qui c'est le chef, qui c'est qui décide. Et dans l'ensemble, les personnes qui dirigent actuellement cette association sont très intéressées par le commun, sont des personnes assez généreuses, en tout cas c'est ce qui les caractérise beaucoup plus que l'autorité. Il y a une vraie différence entre ce type de personnes, des personnes capables de donner pour le commun et capables d'être autoritaires. C'est pas courant en fait. En tout cas nous on a un défaut à cet endroit-là. Oui. On parlait justement de responsabilité. Il me semble qu'en fait sur la convention qui a été signée, en fait la ville souhaiterait avoir on fonctionne sur un modèle collégial, donc avec une responsabilité multiple. Il semblerait qu'ils désireraient avoir un interlocuteur unique, en l'occurrence un chef d'établissement ou un responsable d'établissement, je ne sais plus le terme. Comment le collège, comment la position de l'association de la Martine par l'intermédiaire du collège se saisit de cette question-là et est-ce que c'est quelque chose qui s'entrevoit à l'avenir ou pas? Je ne sais pas. Alors, je pense qu'il y a eu une résistance complète autour de cette notion et qu'on l'a immédiatement pensé dans le détournement. On s'est tout de suite dit qu'il était inacceptable pour nous d'avoir ce qu'on appelle un chef d'établissement. C'était une réaction immédiate quand M. Graber nous a dit qu'il faudrait qu'on désigne un chef d'établissement. Je pense qu'il parlait en termes normatifs, puisque pour pouvoir être qualifié ERP dans la 5e catégorie, la commission de sécurité exige qu'on désigne un chef d'établissement. Bon. On a dit tout de suite que ça, c'était problématique, qu'on n'en avait jamais entendu parler, qu'on n'était pas formé à cette question, donc on ne savait pas que ça allait nous tomber dessus comme ça, et que nous, a priori, ça ne correspondait pas du tout à notre modèle. Là, j'ai l'impression qu'on était tout à fait unanime, personne n'est arrivé en disant « chic, je vais être chef de l'établissement ». Il n'y avait pas de ça chez nous, et du coup... Puis ce serait faire se voir aussi, peut-être. Oui, ce serait vraisemblablement faire se voir, ça c'est vrai. Mais je ne crois pas que ce soit pour ça, c'est juste que c'est pas comme ça qu'on veut fonctionner. On veut fonctionner sur des décisions collégiales. Après, on pourrait discuter de la façon dont le collège est fait, élu, structuré avec le droit de veto. Bon, on pourrait discuter de ça, parce que peut-être qu'on va trop loin dans cette collégialité et qu'en fait, c'est un frein. Ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait aller vers un chef d'établissement du tout. Mais peut-être avoir... On n'a pas arrêté de faire évoluer notre modèle quand même, d'une certaine façon. Toujours dans ce côté Sur le fonctionnement du collège, depuis que j'y suis, c'est-à-dire à peu près 2 ans, et depuis que je le suis de près, c'est-à-dire 4 ans, il n'a pas évolué. Le collège est toujours constitué d'un ensemble de membres de 5 à 8 personnes, dont chacun a le droit de veto sur toute question. C'est vrai, sur la modalité d'élection par exemple. Oui. Ça a été fondamental. C'est vrai. Ouais. Fondamental. Ça a fait émerger quand même des... Ce que ça a fait, à mon avis, d'essentiel, c'est que ça a permis de retrouver un collège à l'endroit où plus personne ne voulait y aller. Et ça, c'était une crise qu'à mon avis, on est à 2 droits de revivre. Aujourd'hui, cette place n'est pas désirable. C'est une place qui demande une forte implication, beaucoup de temps. Sur de nombreux aspects, c'est très technique. Et ça rapporte rien. C'est pas du tout un enjeu de pouvoir. Il n'y a vraiment aucun intérêt à faire ça. C'est juste si ça t'intéresse et que... Donc c'est du militantisme.
Oui, c'est clairement du militantisme. Oui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et il est indispensable qu'il y en ait, et donc certains s'y collent. Voilà. D'ailleurs, comment on se retrouve postuler, à être désigné par les autres en fait, dans le collège décisionnaire et se retrouver à ce poste en fait, de relogement? Est-ce que c'est... Moi, je me suis jamais présenté. Je suis le premier des élus de ce vote à la désignation, dont vous avez déjà parlé dans d'autres interviews. En fait, actuellement, on ne se présente pas. On est élu quelque part un peu malgré nous. Moi, je voulais pas y aller. Il fallait qu'on y aille. On a dit, du coup, on y va pour moins longtemps qu'1 an. On verra bien. Moi, je me sentais plus utile dans l'opérationnel, dans les groupes de travail dans lesquels j'avais une implication forte. Et du coup, j'espérais que d'autres allaient se taper le boulot de quelque chose que je voyais comme beaucoup plus administratif, beaucoup plus décorrélé de la réalité. En fait, depuis que j'y suis, j'ai fait une continuité par rapport à ce que je faisais avant. Voilà, hormis la représentation politique dans laquelle je me suis trouvé plutôt à l'aise parce que c'est quand même un jeu de discours et que je suis plutôt à l'aise pour parler. Du coup, j'arrive à peu près à mettre en forme rapidement mes idées et ça compte beaucoup. On a peu de temps pour parler avec le pouvoir public, donc il faut... Il y a des fenêtres de tir, il faut y aller, quoi. Ouais, faut pas trop bégayer, quoi. Faut y aller. Et ça, on n'est pas tous égaux. On a un niveau de formation, de culture, d'habitude du langage. Je sais pas à quoi ça tient en fonction cognitive, mais voilà, c'est pas plus mal que ça soit moi. Mais ça serait à refaire, tu le referais quand même. Ah oui. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai trouvé ça passionnant. C'est une expérience de vie. On peut en parler ? Parlons-en. Oui, on peut en parler. Je sais pas comment tu veux qu'on l'aborde. Justement comme ça. Moi, j'ai trouvé passionnant de voir d'aussi près les mécanismes de cette association, comment cela fonctionne, comment cette contestation de l'autorité se met quand même en forme, sous une forme d'autorité, mais répartie. C'est difficile en si peu de temps, dans le temps de l'interview, de trouver le moyen de dire tout ce qu'il y a comme intérêt, comme relation humaine, mais en étant responsable. Du coup, je m'y consacre quotidiennement. Je lis l'intégralité des mails, des comptes rendus, je vais aux réunions. Et du coup, ça me donne un niveau de détail qui rend le réel séduisant. C'est ça qui, moi, me plaît. Puis je crois en cette méthode. Une bonne connaissance, une connaissance dans le détail, c'est ça qui fait voir et qui fait sentir la matière. Voilà, ça m'a passionné. J'arrive au bout de cette passion, je peux même dire clairement que j'en peux plus, quoi. Maintenant, c'est vraiment un effort de finir, c'est vraiment le sens de la responsabilité. Bien maintenant, j'y suis, je continue. Pour plusieurs raisons. Il y a une partie, c'est que j'en suis lassé, ça m'intéresse moins, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour et que ce qui reste nébuleux restera nébuleux à ma connaissance de la chose, à ma compréhension de la chose, je pense, éternellement. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, qui sont hors de notre capacité de compréhension, c'est très complexe. Tous ces gens, tous leurs rapports de force, leurs envies, leurs fantasmes, je les connais bien, je les connais assez. Et puis pour une part, parce que ça me dégoûte, quoi. Il y a quelque chose maintenant dans tout ce collectif, tous ces fantasmes, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. C'est quoi qui ne te plaît pas? C'est quand les gens manquent de cohérence ou quand les gens sont individualistes? Oui, je pense que c'est cette notion-là principalement. C'est qu'en fait, il y a, à mes yeux, il y a une grande majorité de personnes qui ne s'intéressent qu'à leur confort. Et je ne souhaite pas consacrer davantage d'énergie à leur confort. Ouais, j'ai l'impression de m'être progressivement rendu compte que je me rendais esclave de confort individuel, là où j'espérais qu'on allait avoir davantage d'abnégation et je fais ça en partie pour moi, en partie pour de l'ouverture. Il y a de l'ouverture, il y a de la porosité, il y a des gens extérieurs à la friche qui viennent profiter des équipements, du matériel, des relations humaines. Mais il n'y en a pas assez à mon goût et c'est pas assez diffus, c'est pas assez normal. Il y a une grande résistance à ça. Je ferme ma porte, je suis chez moi et vous m'emmerdez pas. Et je me raconte que j'y fais des choses tout à fait essentielles à la société en tant qu'artiste, ce que je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi
toutes ces choses sont essentielles. Et du coup, je suis devenu très critique. Et du coup, dans le même temps que je suis devenu très critique et qu'il y a une part d'émotion, de dégoût par rapport à tout ça, il y a aussi une responsabilité et j'essaye de faire de mon mieux pour que cela continue d'avancer dans le sens qu'on a impulsé pendant quelques années, tout en sentant un peu le vide sous mes pieds. C'est que, qui va suivre avec ces valeurs-là? Et ça m'angoisse. Est-ce que tu crois que c'est majoritaire, le côté individualiste à Lamartine? On ne peut pas peser les âmes de cette façon. Je sais pas. Moi, je le ressens comme ça. Je trouve que c'est très individualiste. Et qu'il y a un petit noyau, en fait, qui la joue collectif, pendant que d'autres... C'est sûr que résumé comme ça, j'ai l'impression de me donner le beau rôle et que... Non, mais je te Mais c'est comme ça que je le vis. Ça, c'est ton ressenti. Ouais, Donc, mon ressenti, c'est celui-là. On n'est pas très nombreux, on n'est pas très puissants, ou on l'est, mais avec les limites humaines. On a fait beaucoup, on a consacré beaucoup de notre temps à ça. On en voit, pour ceux qui s'y intéresseront, on en voit certains détails dans la charte qu'on a écrite et qu'on a fait signer aux membres, qui a été choisi à l'unanimité, mais entre ce qu'on choisit collectivement parce que un certain nombre de leaders mettent en avant qu'en fait ce sont des belles valeurs, c'est indispensable et que tout le monde signe, je signe la charte, je vote pour qu'on l'applique. En fait, à quel endroit cette charte est-elle appliquée dans chacune des cellules que je vois se construire, dans chacun des désirs pour lesquels les autres m'interpellent dans les couloirs. Mais est-ce que je peux faire ça? Bien, ça ne concerne que ton intérêt, je ne sais pas quoi te répondre. La plupart des demandes que j'ai reçues dans les derniers mois concernent l'intérêt personnel de la personne qui l'a formulé. J'en suis vraiment arrivé à l'anticiper en voyant les gens venir vers moi, me dire « mais est-ce que… » Je dis « mais là tu vas me parler de ton besoin, de ton confort et qui va me parler de comment j'accueille dans mon atelier, comment faire en sorte pour que mon matériel soit protégé mais qu'il puisse servir ou que l'espace puisse servir quand je ne suis pas là. » Il y en a, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, mais c'est minoritaire et c'est en danger, quoi. On sent qu'il y a une overdose du responsable du relogement à cet endroit-là. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, je pense, j'incarne l'overdose du responsable, c'est sûr. Il nous reste un petit quart d'heure. Sur le parcours en fait, du relogement que tu as suivi, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on a bien fait, Ce qu'on a bien fait, c'est de récupérer Tissot, parce que ça, on a failli pas l'avoir. Donc c'est un des sites qu'on nous avait promis au départ et qu'on nous a enlevé en cours de route. Et là, on a vraiment bien joué, je pense. Je pense que la stratégie était bonne et que Maud l'a appliquée avec brio, démontrer que nous enlever Tissot cassait l'association et qu'il ne retrouverait pas d'interlocuteur stable et que là, ça allait être les ruines de la friche Lamartine qui allait... Ça, c'était la bonne stratégie, c'était la vérité et la bonne stratégie. Parce que la menace ou je ne sais pas quelle autre piste avait été évoquée par certains membres. Je crois qu'on avait parlé de faire des sittings, je ne sais pas, des choses qui sont vraiment pas du tout à notre portée et qui en plus, à mon avis, n'ont pas beaucoup de poids. Donc ça, je pense que ça, c'était vraiment un beau chapitre. Donc on a récupéré quand même des beaux espaces dans lesquels on va pouvoir faire des activités de répétition d'art vivant qu'on ne pouvait pas faire sans ça. Et puis après, ce qu'on a raté, c'est les archis et le fait de garder la main sur le dessin des espaces. Quoi. La maîtrise de l'ouvrage. Oui, c'est ça, c'est la maîtrise d'ouvrage qu'on a vraiment raté. Du coup, ça a coûté extrêmement cher. On peut donner un chiffre? Oui, ça a coûté 1 500 000 €, d'après ce qu'on nous a dit, probablement davantage, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des petits crédits subsidiaires, je crois que ça s'appelle, qui ont été injectés pour arriver à finir. On va nous donner de la subvention peut-être de façon conséquente pour arriver à rattraper ce qui a été mal fait, pour un résultat qui est pas du tout à la hauteur de l'investissement. Je pense que la crainte qu'on fasse mal les a amenés à vouloir faire eux-mêmes, et pour une raison qui fait partie de la nébuleuse dont j'ai parlé en début d'interview, nous n'avons pas pu communiquer avec les personnes qui dessinaient les plans, qui maintenant qu'on en connaît un certain nombre nous disent « c'est quand même vraiment dommage que vous ne nous l'ayez pas dit avant », on n'arrête pas de le dire depuis le début. Alors on va utiliser un changement de fenêtre dans les studios pour dire qu'en fait nous n'avons pas arrêté de changer d'avis, alors qu'en fait c'est le seul endroit, un changement de fenêtre de cabine de studio dans lequel nous on a eu à changer d'avis en cours de route, mais ça c'est utilisé dans leur service pour dire oh, ils n'arrêtent pas de changer d'avis de toute façon.
Nous, on ne change pas d'avis, on sait à peu près qui on est depuis qu'on a fait le dossier avec nos propres architectes, et on sait qu'à certains endroits, ça a été perdu. Il y a des informations qui se sont perdues. J'avais encore ce matin une technicienne de la ville qui me disait cette salle, qui est une salle de diffusion de vos spectacles, et dont j'apprends aujourd'hui qu'elle est une salle de diffusion, on l'a conçue comme une salle de réunion qui serait utilisée 1 ou 2 fois par an. Bon. Les bras m'en tombent. Ouais. C'est la salle de diffusion dont nous parlons avec nos interlocuteurs comme une salle de répétition et de diffusion de nos spectacles depuis le début. C'est une salle qui est l'une des plus importantes de notre projet parce que c'est une salle commune. C'est pas une salle comme une cellule individuelle pour tel ou tel artiste. C'est une salle sur laquelle tout le monde peut faire des réservations. On n'a pas décidé du mode de gestion, mais qui est conçu comme un projet commun de la friche et ouvert au public. La technicienne qui me recevait ce matin pour des raisons d'écoulement de fluide la concevait comme une salle de réunion dont on lui a dit qu'elle ne serait utilisée qu'1 ou 2 fois par an. Voilà. Ouais, donc, le niveau de dialogue il y a un manque de transmission en fait, entre eux. Ça c'est vraiment raté et bon, c'est de notre fait autant que du leur ou j'en sais rien. Enfin, il y a un vrai raté de la relation à cet endroit-là. On a eu affaire qu'au pouvoir politique de la culture alors qu'on était sur un projet d'immobilier. Et ça... c'était complètement fermé, on n'a pas pu discuter avec eux. Il nous reste, c'est ça, à peu près 10 minutes. Est-ce que les enjeux de la future friche, si on appelle ça une friche, je ne sais pas, parce que ça a été nommé équipement culturel et artistique à disposition des artistes. Oui, c'est vrai que par rapport à la définition que je disais au début, on est peut-être encore dans une friche si on se fie au fait que c'est un patrimoine industriel qui est voué à être détruit dans une dizaine d'années. Mais les équipements qui ont été mis par la ville font que en fait, c'est bien un équipement culturel. La dépense dont on a parlé d'1 500 000, c'est plus une friche. Le fait qu'on nous enlève la possibilité de l'autoconstruction, de l'autodétermination des espaces et de leurs fonctions. Oui, on s'écarte un petit peu quand même de l'idée principale d'une friche. Moi, j'accepte parfaitement qu'en fait, c'est plus une friche. Ça me choque pas comme idée, quoi. Et pour quelle raison? Dans une continuité pour ce que je viens de dire, ça coûte beaucoup trop cher à la ville, donc elle a un droit de regard dessus, de fait, qui va s'exprimer je ne sais comment, mais qui va s'exprimer dans le temps, ça j'en suis convaincu. Et aussi parce qu'on a perdu beaucoup d'autodétermination. Et ça, une friche, c'est beaucoup de liberté, de transformation, d'usage, de développement, d'autoconstruction, enfin voilà, on a perdu la main, quoi. On a perdu la main sur la construction qu'on pourrait effectuer au sein d'un bâtiment, du bâtiment en lui-même. Est-ce que ça va peut-être pas déplacer en fait une construction ailleurs? J'en sais rien, je sais pas sûr. Bien sûr, il y a autre chose à faire. Oui, c'est ça. Bien sûr, mais moi je suis pas à tout prix à défendre les friches quoi qu'il arrive. Si c'est plus possible de faire des friches en ville, que le pouvoir politique n'en veut plus, il a autorité sur nous et nous on n'a plus qu'à ne plus en faire. Du coup on fait autre chose, du coup on construit quelque chose avec eux, on sait pas exactement quoi et on voit qu'on innove quoi. Et eux innovent et on innove avec eux dans un dialogue qui est pas très bon mais qui peut aussi s'améliorer dans le temps. Et non, il y a un joli projet là, moi je crois qu'il y a vraiment quelque chose de chouette à faire. Et que tu entrevois comment, c'est-à-dire toi, tu as tes propres projections pour parler que de toi, enfin de ta vision sur le... Moi j'ai besoin d'une pause, donc je l'ai organisée, et après ça je verrai quel désir j'ai, là actuellement j'ai besoin d'une pause. De prendre du recul par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Donc moi je me retire du projet sur plusieurs mois, j'ai prévu 6 mois complètement en dehors de ce projet, j'ai pas de gestion d'espace sur laquelle je sois nécessaire, donc je pense que je vais me retirer des gestions que j'ai proposé d'accompagner. Cœur de friche par exemple, c'est quand même toi qui as l'initiative de... Oui. Et ça par exemple... Je suis pas l'initiative du projet, c'est un projet qui est défini par le relogement de ce qu'on a actuellement. En fait, actuellement on a des plateaux de répétition, on a pensé qu'une petite salle de répétition pourrait trouver preneur. Moi, à titre personnel, j'ai jamais eu un grand usage d'un plateau de répétition. En fait, j'utilise un plateau de répétition dans les périodes où il est vacant pour jouer de la musique dans un espace plus grand qu'un studio. Et j'avais l'intention de continuer à le faire dans Cœur de friche. Et je le ferai pas parce que je serais mieux ailleurs en fait. J'ai besoin de distance. Donc après, j'avais proposé d'accompagner une équipe pour continuer à faire de l'accueil comme je le faisais ici sur le plateau Chiloé. Je pense que l'accueil physique des compagnies est essentiel. Leur faire le tour du bâtiment, les rencontrer, les regarder, transmettre un certain nombre de valeurs, répondre à un certain nombre de questions. Je pense que ça change le rapport au lieu des usagers qui ne le connaissent pas. Donc j'ai défendu ça. J'ai dit que je ferais cette tâche-là. On trouvera quelqu'un d'autre pour le faire ou bien on trouvera personne.
Ça, je sais pas. Est-ce que tu penses ça, tu portes ça, enfin, je veux dire, tu penses que sur la prochaine friche, il faudrait accélérer un peu plus, enfin pas accélérer, mais augmenter un petit peu cette ouverture à l'extérieur, cette communication, enfin je veux dire cet accueil Moi je défends ça, oui, tout à fait. Moi je pense que la friche devrait avoir pour mission de communication, de communiquer sur la vacance de ces espaces. Et qu'il n'y a pas d'autre stratégie de communication valable à mes yeux. J'en ai pas vu actuellement. Communiquer sur les différents projets artistiques des artistes, c'est le rôle des artistes, de leur charger de diff, de com, etc. C'est pas le rôle de la friche. À la marge, pourquoi pas, dire chez nous il se passe ça et ça, mais c'est pas notre axe central. L'axe central de communication de la friche, c'est de dire nous avons des locaux vacants. Pour ça, il faut s'organiser avec les responsables qui utilisent les locaux régulièrement et leur dire quand t'es pas là, il faut qu'on puisse organiser qu'il y ait quelqu'un d'autre dedans. Voilà. Qu'on définisse ensemble. Il y a des endroits où c'est compliqué, il y a peut-être même des endroits où c'est pas possible, il y a des endroits où c'est tout à fait facile, où ça se fait déjà, et il y a des endroits où c'est un peu compliqué, où il faut mettre du matériel qui soit du matériel de l'association, ou qui ait des assurances spécifiques, je sais pas, il faut travailler quoi en fait. Mais mettre son matériel et dire maintenant qu'il y a mon matériel, tu vois bien que c'est pas possible, en fait c'est trop dangereux pour mon matériel, ça c'est pas une excuse valable. Ça c'est la preuve que t'es pas à ta place. Qu'en fait t'es pas à ta place à la friche. Ça, c'est un studio privé que tu es en train de me décrire. Non, donc c'est comme ça que tu définirais quand même une friche. C'est-à-dire que en fait, c'est qu'il y a des lieux qui ne peuvent pas rester. Ça définirait pas une friche. Ça définit une certaine friche. Il y a d'autres friches possibles. Ça, c'est celle que je défends. Ouais. Celle qui s'ouvre pendant les périodes de vacances des artistes qui ne l'utilisent pas. Dire, moi, je l'utilise prioritairement. Je la paye à l'association selon les règles qu'elle m'a données. Et quand je ne suis pas là, l'association, selon des règles qu'on a écrites ensemble, l'ouvre pour une partie des équipements. Des fois, ça va être que la surface de travail qui est vacante. Dans un espace de répétition de musique, par exemple, on pourrait fermer les cabines d'enregistrement, mais laisser la partie vacante au centre pour des groupes. Pas forcément tous, je comprends très bien quand il dit « lui, j'en veux pas, j'ai pas confiance ». Ok, si c'est fermé à tout le monde parce que tu as confiance en personne, il y a un problème. Ouais. Donc, il faut trouver des gens, et puis pas que tes copains non plus, que la friche puisse dire « moi, je communique sur la vacance de cet espace ». Ensuite, tu les reçois, et ensuite, tu définis des règles avec eux. Toi, tu as le droit d'utiliser mes enceintes, toi, tu n'as pas le droit parce que je te fais pas confiance, tu sais pas t'en servir, c'est normal. Et pareil pour un studio de poterie, de sérigraphie, il y a des équipements, nous ne les utilisons pas en permanence, nous faisons un calendrier, nous disons, en fait, quand vous les utilisez pas, là, on aura une utilité publique, on communiquera sur cette utilité publique, nous, on sert à ça, on fait ça, on donne à des artistes un espace de travail à bon prix dont ils se servent, et le reste du temps, ils font en sorte qu'il y ait une possibilité pour d'autres de les utiliser. Ça, c'est un modèle qui, moi, me parle, me séduit, et dont j'ai l'impression qu'il séduit un certain nombre de gens ici. Pour autant, arriver à mettre en place ce modèle-là, alors qu'il y a des résistances importantes, ça n'est pas facile. Voilà, ça prend du temps, et je ne suis pas sûr qu'on passe la main à des gens qui auront autant d'énergie à consacrer à porter cette vision-là, en tout cas. Tout à fait. On verra. C'est ça qui m'angoisse actuellement. Ça ne m'empêche pas de dormir, fort heureusement. Je me dis, on aura beaucoup travaillé dans une direction. Et il nous reste, enfin dans mon cas, il me reste encore un semestre à travailler dans cette direction. Je le ferai avec plus ou moins d'énergie si je sens que derrière ça suit et qu'il y a des gens qui comprennent un peu les enjeux de relations publiques, politiques et les enjeux internes de transformation, de pression à mettre pour dire voilà, nous allons vers ça, nous allons vers davantage d'ouverture. Comment souhaites-tu t'inscrire là-dedans ? Qu'est-ce que tu fais pour que ton espace ne soit pas fermé, pour certains, les 3/4 du temps, pour ne pas dire pire. Pour certains, l'usage est extrêmement réduit et pour autant, c'est une nécessité dans leur vie d'artiste que d'avoir cette sécurité, d'avoir un studio disponible pour venir peindre quand ils en ont l'envie. Je comprends ça très bien, mais ça ne peut pas rester vide le reste du temps, à mes yeux. Est-ce qu'on arrive à la fin de l'entretien ? Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? Moi, je voudrais terminer sur une note plus positive parce qu'au total, je me suis trouvé quand même. Non, mais ce qui est normal, quand on a occupé un poste comme le tien, je pense que c'est quelque chose de difficile de vivre cette fin de relogement. Et je pense quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'équipement est quand même vraiment chouette. Actuellement, il manque de couleurs, il est très gris, mais il y a un certain nombre d'espaces qui sont voués à devenir vraiment idéal. Voilà. Je pense qu'il y a des studios de plasticiens avec une belle lumière du Nord où même si on s'entend de l'un à l'autre, on focalise beaucoup trop sur les défauts, il y a quand même vraiment de la place. Et le fait de pouvoir faire rentrer du public, le fait de pouvoir faire visiter les ateliers, de pouvoir faire des expositions sans avoir à demander l'autorisation d'ouverture exceptionnelle, le fait d'être sur plusieurs sites, de rencontrer différents publics, différents habitants, différents pouvoirs publics locaux, je pense que ça fait de nous quelque chose sur le territoire d'assez exceptionnel. À ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent. On est 2 ou 3 sites selon comment on compte dans la ville de Lyon.
c'est vraiment un beau projet. Oui, donc là, on pourrait même dépasser le côté atelier à disposition. Enfin, le fait d'avoir des ouvertures et de compter un peu dans le milieu alternatif. Bien sûr, on a une salle de diffusion sur laquelle Exactement. on peut faire ça. Et en plus, je pense qu'on peut reconquérir du territoire. Oui. Je pense que si on est exemplaire dans notre manière d'investir les lieux, je ne veux pas dire soumis à toutes les normes, je veux dire exemplaire dans notre manière de défendre, notre manière de le faire, je pense qu'il est possible de reconquérir des espaces, notamment la métropole a beaucoup de bâtiments, on pourrait avoir un rapport avec eux qui est balbutiant, on s'est à peine rencontrés, mais ils ne sont pas du tout opposés à notre projet. On a des politiques qui actuellement quand même nous soutiennent, même si leur manière de faire est tout à fait contestable, difficile à pratiquer, à découvrir, et ils le font quand même, quoi. Et je pense qu'on peut avoir davantage de place dans les années à venir et on peut étendre notre modèle sur quelques autres endroits dans Lyon, on peut nous confier d'autres espaces et j'espère qu'il va y avoir des gens plus frais que nous ne sommes pour reprendre ça, comprendre, tuiler et je les appelle. Et faire continuer l'aventure. Ouais, c'est ça. Bah, Julien, merci. Merci à toi. On a tous quelque chose de beau.